Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Yanez, je suis responsable des questions écologiques à l'Union populaire républicaine depuis 1 an et demi. Je tiens à commencer par remercier Gilles de m'avoir fait venir ici, d'avoir organisé ma venue. Je remercie également la ville de Bordeaux de fournir la salle. Et puis je vous remercie toutes et tous d'être venus. C'est bien des citoyens qui s'intéressent à la politique. Alors, j'ai l'habitude de commencer mes interventions avec quelques petits messages d'avertissement. Premièrement, je ne revendique pas le titre d'être spécialiste de l'écologie. Alors on m'a dit, mais si, il faut le revendiquer, c'est bien, mais on ne peut pas être spécialiste de l'écologie. C'est un sujet tellement vaste qui touche à tous les domaines de la société que quelqu'un qui se dit spécialiste de l'écologie est forcément un imposteur. Par contre, on peut s'y intéresser. Et puis, il y a quand même une discipline scientifique dont il y a des spécialistes qui est l'écologie scientifique. On peut être écologue, je ne le suis pas. Et puis, deuxième avertissement, je suis d'orientation plutôt décroissante, politiquement. Et donc, dans l'exposé que je vais faire aujourd'hui, je vais peut-être aller un peu plus loin que la ligne de l'UPR. À l'UPR, on est critique de la croissance, objecteur de croissance, mais pas décroissant, on n'est pas un parti décroissant. Alors, je suis venu ce matin, je suis venu en train, en TGV. J'étais dans une boîte de conserve qui filait à 300 km/h depuis Paris. Train électronucléaire. Golo Pompidolier. Je regardais le paysage en venant et ce que j'ai vu, c'est des champs très grands, sans haies. J'ai prêté attention, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Sans arbres, à part quelques bosquets qui avaient l'air d'être repoussés dans des petits coins, mais isolés les uns des autres. J'ai vu beaucoup de sols avec très peu de couvert végétal ou sans couvert végétal du tout. Et j'ai vu pas mal de paysages inondés. Il a pas mal plu apparemment sur le trajet Paris-Bordeaux. Et j'ai vu des champs inondés. Poitiers, j'ai vu des maisons inondées en passant devant. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu des rivières de couleur marron. Malheureusement, les couleurs marron, c'est quand les champs perdent leur terre. Du fait de l'érosion, parce que notamment les champs sont trop labourés et mis à nu, ce qui fait que la terre s'en va. J'ai vu 2 chevreuils. Ils avaient l'air complètement perdus dans ce paysage au milieu d'un champ immense. Et globalement, j'ai vu des paysages qui m'ont semblé trop simples. Ça manque de diversité, ça manque de vie. À Saint-Pierre-des-Corps, j'ai vu des jardins ouvriers, ça par contre, ça m'a fait plaisir. Alors, je vais vous parler d'Union européenne et d'écologie. Et j'insiste sur le où, il faut choisir entre l'Union européenne et l'écologie. Avant de commencer, j'aimerais savoir si beaucoup d'entre vous ont vu ou pas la conférence que j'ai présentée sur Internet. J'aimerais que les personnes parmi vous qui ont vu la conférence que j'ai donnée sur Internet lèvent la main. Et ceux qui n'ont pas vu ma conférence sur Internet. Très bien, donc c'est la majorité d'entre vous qui n'a pas vu. Je vais me permettre de passer un peu de temps dessus. Alors, Union européenne ou écologie, quel est votre choix? C'est une de nos affiches qui a du succès, que nos militants collent un peu partout. Je vais insister sur ce coup. Déjà, de quoi je vais parler? De raisons majeures. Premièrement, les traités. Ça, beaucoup de gens critiquent les traités. À raison, il y a des raisons de fond qui font que les traités européens nous empêchent de faire de l'écologie, et pire, nous entraînent vers une direction qui va à l'encontre des principes de base de l'écologie. Mais en plus de ça, il y a plusieurs partis politiques qui s'interrompent seulement à critiquer l'Europe et à dire qu'il faut changer, renégocier les traités. Mais en fait, le fonctionnement même de l'Union européenne est problématique. Les personnes en place, vous allez voir, posent aussi problème. Et puis, les principes élémentaires, les principes de base, les objectifs de fond de l'Union européenne, on dit souvent l'Europe c'est la paix, etc. Non, fallait pas le dire. Les objectifs de fond posent problème. Alors, je vais parler très rapidement des traités à plusieurs occasions, citer des articles, mais c'est important parce que ces traités ont une valeur constitutionnelle. Depuis le tournant des années 90, fin 80, début 90, le droit européen est supérieur au droit français. Donc on ne peut plus édicter des lois en France qui iraient à l'encontre non seulement des traités européens, mais aussi des règlements et des directives. Donc les textes que je vais afficher
qui appartiennent au traité sur l'Union Européenne, TUE, ou au TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, ont valeur en fait de constitution. Ici, c'est un article qui est au début des traités européens, au début du TUE. À quoi sert l'Union Européenne? Alors, il y a avant quelques articles sur les grandes valeurs, le fait qu'on va respecter tout un tas de choses très louables. Et puis dans cet article 3.3, l'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe. Alors déjà, je remarque que c'est dans cet ordre-là et pas dans l'ordre inverse. C'est d'abord on établit un marché, et puis après on s'occupe de développement durable. Et puis il s'agit aussi de bien comprendre quelle est l'interprétation du développement durable contenue dans ces traités. C'est un mot qui peut avoir plusieurs sens, et je vais en parler pendant cette conférence. Fondé sur une croissance économique équilibrée, et l'Union européenne promeut le progrès scientifique et technique. Donc il s'agit de comprendre quel est cet objectif de croissance et quel est ce progrès scientifique et technique qui est promu. Alors je vais parler un peu des océans, des forêts et des champs. Pour les océans, Gilles en a parlé, je ne vais pas revenir longuement dessus. Voici le MSC Gulfstream, donc c'est le porte-conteneur le plus gros du monde, et il est sorti tout neuf l'an dernier, donc il va servir pendant les 20 ou 30 prochaines années. Il peut transporter à lui tout seul, en un seul voyage, plus de 20 000 conteneurs. Et je ne vais pas revenir sur les chiffres, 100 000 chevaux, des milliers de kilomètres. Et donc il fait des allers-retours, évidemment, des navettes entre l'Asie et la France. Et l'Union européenne, en fait, est un des instruments institutionnels clés de la mondialisation. Et à quoi mène la mondialisation? Là, je parle simplement des bateaux, mais c'est vrai aussi pour les avions et les camions, à considérer en fait les océans comme des autoroutes. Ce sont des voies express où on fait circuler des porte-conteneurs, souvent pour produire, parce qu'on produit loin des choses qu'on pourrait produire près, ce qui est en fait une complète absurdité sur le plan de l'écologie, même du simple bon sens, pas simplement d'écologie, mais du bon sens. Donc là en vert, vous avez les porte-conteneurs, et en rouge, les navires qui transportent du pétrole. Et donc on a comme ça 100 000 bateaux qui consomment 7% du pétrole mondial. Donc c'est pas la plupart, mais c'est quand même une partie significative. Et comme Gilles le disait, qui polluent, en particulier sur certains polluants, c'est effectivement assez dramatique. Je ne sais pas quel port on a sur Bordeaux, si on a beaucoup d'installations le long de la Garonne. Mais les habitants du centre-ville de Marseille savent très bien que ces navires-là polluent beaucoup. Alors, ce navire qui est tout neuf, qui bat un record du plus gros navire du monde, il est construit de plus en plus gros parce qu'il y a une demande. Cette demande, c'est la mondialisation et l'accroissement des échanges internationaux. Et en face de cette demande croissante d'échanges internationaux, il y a les infrastructures qui vont avec. Alors par exemple, près de Shanghai, vous avez un port qui fait plusieurs kilomètres de long et qui, tous les 2 ans, a une nouvelle inauguration parce qu'on a encore agrandi. Et on a les infrastructures qui répondent en Europe, donc on a Dunkerque, Le Havre en France, ou ici Rotterdam pour les Pays-Bas. Et donc évidemment, c'est un paysage artificialisé, on n'imagine pas quelques mammifères marins que ce soit. Alors pourquoi cette mondialisation? Et en fait, elle est inscrite dans les traités européens qui ont valeur de constitution. L'Union européenne se donne pour objectif, même pire que ça, pour nécessité, la promotion des échanges commerciaux entre les États membres. Donc on va maximiser, augmenter les échanges entre les pays membres à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi avec tous les pays tiers, donc le reste du monde, donc la Chine, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et toutes les régions du monde. Donc il ne s'agit pas simplement d'accepter qu'il y ait des échanges internationaux, c'est de les promouvoir, d'en augmenter la quantité. Autre raison, toujours dans les traités européens, il est interdit d'empêcher une entreprise de déménager ses facilités de production. On ne peut pas empêcher une entreprise française de faire fabriquer en Chine et d'installer une usine en Chine. C'est la restriction au mouvement, ce sont les restrictions au mouvement de capitaux qui sont interdites par l'Union européenne. Donc on va voir des absurdités, encore une fois, des choses qui sont, par exemple, j'ai cet exemple en tête, du cabillaud qui est pêché dans le nord de l'Europe, près de la Norvège par exemple, qui est envoyé en Chine pour être coupé en morceaux et qui revient en France. Donc on pêche du poisson et il fait 45 000 km avant de nous revenir dans nos assiettes. Donc premièrement, par cette maximisation des échanges internationaux, on a déjà un problème qui transforme nos océans en sorte de voie express. Là j'ai parlé que des bateaux, je répète que c'est vrai aussi pour les
l'avion, le fret aérien augmente de 4% par an, donc c'est en rapide progression. Et puis les camions, toutes les personnes qui passent un peu sur l'autoroute voient qu'il y a quand même beaucoup de camions. Il y a aussi, toujours pour les océans, la pêche et la surpêche. Ici, voici un titre de presse qui dit qu'en Grèce, il y a la mort lente de la pêche artisanale. Je me permets de lire le sous-titre. Sur les rives de la mer Égée, l'Union européenne encourage, contre des subventions, la destruction des caïques. Donc là, on voit une image de caïques. Ce sont des barques traditionnelles. Objectif, faire disparaître la pêche ancestrale héritée de l'ère byzantine. Ici, c'est l'exemple de la Grèce, mais c'est comme ça à travers toute l'Europe. Et en France aussi, on a une baisse du nombre de marins pêcheurs. La pêche était une activité artisanale. Depuis que les traités européens sont appliqués, on tend vers une pêche industrielle. À quoi est-ce que ressemble une pêche industrielle? En fait, on a souvent dans notre imaginaire collectif l'image d'un petit chalutier, mais la réalité, ce sont des gros chalutiers qui peuvent, en une seule sortie en mer, pêcher des centaines de milliers de kilos de marchandises, de poissons, qui transforment sur place les poissons. Donc on va les électrocuter, leur couper la tête, les débiter en filets, les emballer. Toute l'usine en fait est à l'intérieur. On a des hangars à l'intérieur aussi avec des transpalettes qui sont à l'intérieur du bateau. Et puis aussi des fabrications d'huile de poisson et de poudre de poisson qui sont ensuite utilisées par ailleurs. Donc le Parlement européen a décidé, c'était l'an dernier, d'augmenter les subventions à la fabrication de nouveaux bateaux tels que ceux qu'on voit à droite. Ici, j'ai mis un bateau de la compagnie des pêches de Saint-Malo. C'est ce type de bateau qui est subventionné par l'Union européenne. Et les associations dénoncent évidemment la surpêche qui est directement entraînée par ça. Voici pour les océans, transformés en voie express et avec de la surpêche. Pour les forêts, voici un article de presse de Basta. Le saviez-vous? Industrialisation oblige. Les forêts de France sont aussi aspergées de glyphosate et d'engrais chimiques. Elles sont devenues le terrain commercial des coopératives forestières qui multiplient les plantations de résineux, les monocultures et les coupes rases pour rendre les forêts rentables. Dans son livre Main basse sur les forêts, Gaspard Dalens alerte sur les conséquences environnementales générées par la sylviculture industrielle. Va-t-on vers un désert biologique extrême? Je peux déjà vous donner la réponse, j'ai lu ce livre. La réponse est oui. Alors, heureusement en France, on a beaucoup de petites parcelles de forêt qui nous protègent un peu de ça, mais les grands acteurs institutionnels qui possèdent beaucoup de forêts et les coopératives forestières qui gèrent beaucoup de forêts tendent vers des forêts industrielles qui sont en baisse de biodiversité. Deux exemples de ça. Le premier, ce sont ces sylvicultures de pin Douglas, d'épicéa ou de mélèze, qui sont plantées avec seulement une, deux ou trois espèces sur des grandes parcelles. Et ça, évidemment, c'est pas une vraie forêt. Ce sont des arbres, ça ressemble à une forêt, mais c'est pas une forêt. Il n'y a pas la complexité, la richesse d'une forêt. Souvent, les arbres sont plantés en même temps, donc ils ont tous le même âge. Ce sont des arbres qui sont faits pour l'industrie, donc qui sont des arbres sans défaut. Et on sait que la biodiversité a besoin des défauts des arbres pour exister. Et puis les arbres sont tous coupés à 30 ou 35 ans, qui est un âge jeune pour un arbre. Dès qu'il y a la poutre nécessaire, en fait, on les coupe. Et on a ce genre de machines qui sont arrivées en France à la suite de la grande tempête de 1999. Ce sont des machines qui étaient déjà utilisées en Scandinavie, qui sont en fait des machines capables de tronçonner un arbre en quelques secondes. Elles s'en saisissent, elles le coupent, elles enlèvent l'écorce en une trentaine de secondes. Donc on a en France comme ailleurs, malheureusement, un phénomène de malforestation. Les forêts françaises deviennent des usines à bois, désertées par les animaux, dans des forêts qui sont des forêts de résineux, alors qu'on avait auparavant davantage de feuillus. Est-ce qu'un blaireau peut survivre? La réponse est non. Traités aux engrais, aux pesticides lourdement mécanisés, des associations ont dénombré plusieurs dizaines de pesticides utilisés dans les forêts, par exemple pour éliminer les fougères, pour que les machines puissent circuler plus librement, etc. Des citoyens et des forestiers défendent des forêts diversifiées et étagées. C'est heureux, on a la futaie irrégulière, le fait de couper un arbre par-ci par-là,
de choisir l'arbre qu'on va couper, d'éclaircir des morceaux de forêt, mais pas tout un pan de forêt en même temps, heureusement, il y a des gens qui résistent et qui essayent de conserver ce modèle-là. Il y a des alternatives au fait d'utiliser des grosses machines. On peut utiliser par exemple du débardage par câble. On tend un câble et puis on fait circuler le tronc là-dessus, ou par cheval tout simplement. Quelque chose qui a été utilisé depuis très longtemps. Et non seulement les forêts perdent en biodiversité à cause de cette industrialisation, mais en France, on a un Office national des forêts qui gère un tiers des forêts françaises. On a des salariés à l'ONF qui sont en grande souffrance. Quelle est la raison de ça? Pourquoi est-ce que les salariés de l'ONF sont en lutte? Eh bien, on a quelques titres de presse qui nous renseignent. Forêt publique, l'État réfléchit au démantèlement de l'ONF. Le gouvernement accélère la privatisation de l'Office national des forêts. En fait, on a un service public qui est démantelé, à l'image de ce qu'on a pu trouver avec France Télécom, de ce qu'on a aujourd'hui avec EDF. Alors, dans ces articles, on voit l'État, le gouvernement. La réalité, c'est que ça se passe au niveau européen. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques, et donc l'ONF dépend de ce régime-là, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités. Elles sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Alors, ça ne veut pas dire une privatisation immédiate, c'est une sorte de phénomène rampant qui s'étale sur plusieurs années, plusieurs décennies. Une des preuves de ça, c'est un article de France Soir. Alors, France Soir, c'est un média qui a disparu. En 2011, donc 2011, si ma mémoire est bonne, on est sous Sarkozy, président. Il y avait déjà dans l'ONF un malaise sur les forêts françaises. Un malaise à l'ONF. Et déjà une série de suicides. Ce problème n'a pas été réglé sous Sarkozy, il n'a pas été réglé sous François Hollande, et il n'est pas réglé sous Emmanuel Macron. Pourquoi? À cause de cet article des traités, les traités ne changent pas en fonction du président qui est élu en France. Le président français peut avoir un programme, mais ce programme ne peut pas, puisque les lois françaises sont inférieures aux droits européens, ne peuvent pas aller à l'encontre de l'article 106 que je viens de vous montrer. Et donc ce phénomène continue. On a encore eu un suicide cet hiver, au début de l'hiver. On en est à une 50aine de suicides en 15 ans. Donc récemment, il y a eu Didier Lombard, l'ancien PDG de France Télécom, c'est ça, qui a été condamné pour des faits de harcèlement. On a quelque chose qui relève peut-être de la même chose à l'ONF en ce moment. Voilà pour les forêts. Pour les champs et les prairies, il y a un grand sujet qui est le sujet des pesticides. En tout cas, en écologie, c'est un grand sujet. Il y a un plan éco-phyto qui était censé être un plan sur 10 ans. Donc là encore, c'était un plan qui devait s'étaler sur 3 présidences. L'objectif était de diminuer les pesticides de 50%, et ce qui a été atteint, c'est de les augmenter de 25%. On les a augmentés d'un quart. Ça veut dire que sous Sarkozy, on ne baisse pas les pesticides, sous Hollande, on ne baisse pas les pesticides, et sous Macron, pour l'instant, on ne baisse pas les pesticides. Alors évidemment, il y a des conséquences que vous connaissez, qui sont très lourdes au niveau de la biodiversité. La moitié des espèces d'insectes en déclin rapide en Europe. Il y a des méta-études sur le monde entier qui montrent des baisses de population d'insectes et de divers animaux des sols à cause du modèle d'agriculture industrielle avec pesticides. Donc là, les pesticides sont un des éléments, ce ne sont pas le seul. Lorsque les insectes disparaissent, les animaux qui mangent des insectes disparaissent aussi. Donc on a des phénomènes de population d'oiseaux qui sont en fait affamés, qui n'ont plus de nourriture. Donc la baisse catastrophique des oiseaux continue. Et puis les molécules de pesticides ont tendance à se déplacer. Et les journalistes de Marie-Claire, c'était il y a 1 an ou 2, ont eu l'idée un peu bizarre de tester leurs enfants. Donc Marie-Claire, c'est une rédaction parisienne. Les journalistes ont testé leurs enfants aux pesticides et ils ont trouvé pour chaque enfant 10, 20, 30 ou 50 molécules indésirables. On ne va pas dire que toutes les molécules sont égales, ont le même degré de toxicité, mais on peut dire de toutes ces molécules-là qu'elles sont indésirables. On ne veut pas que nos enfants soient contaminés. Pourtant, tous les enfants de la rédaction avaient plusieurs dizaines de molécules indésirables. Et donc la conclusion de cet article, c'était que nos enfants appartiennent à la génération pesticides. Donc ne vous faites pas tester aux pesticides, la réponse sera clairement vous avez des pesticides en vous. Autre phénomène lié à l'agriculture, la baisse très sensible du nombre d'agriculteurs. C'est une baisse séculaire, ça dure depuis plusieurs décennies, presque plusieurs siècles.
Mais ça se poursuit et c'est fossilisé par les traités européens. Cette baisse va forcément se poursuivre. On est tombé à seulement 400 000 chefs d'exploitation en France. Et donc, sur ces 10 dernières années, encore 14% d'agriculteurs en moins. En fait, la France était un pays où il y avait beaucoup de fermes, et ces fermes étaient souvent des fermes relativement autonomes, c'est-à-dire qui avaient des productions un peu diversifiées, et qui étaient capables de s'auto-gérer assez largement, à un pays où il y a peu de fermes, beaucoup moins, des fermes de plus en plus grandes, et des fermes spécialisées, très peu diversifiées et peu résilientes. Exemple, voici la province d'Almeria en Espagne. On voit un paysage qui est entièrement fait de serres, des serres agricoles. En fait, en ce moment, on est à la fin de l'hiver, on approche du printemps. Les légumes qui sont en ce moment dans les supermarchés, qui sont origine Espagne, viennent assez largement de cet endroit-là, de cette région. C'est une région qui est spécialisée dans les légumes, avec beaucoup d'ouvriers qui sont soit des travailleurs détachés, soit des clandestins qui viennent du Maroc. Et donc c'est un paysage qui est évidemment incompatible avec une grande biodiversité. Autre exemple, toujours en Union européenne, la Roumanie. Voici la plus grande ferme d'Europe, elle est en Roumanie, sur le Danube. Elle fait 57 000 hectares. Alors pour les citadins, ça peut ne rien dire. Les fermes en France ont pour moyenne 60 hectares. Et moi personnellement, j'estime que 60 hectares, c'est déjà trop grand comme moyenne des fermes en France. Et bien là, on est à 57 000 hectares. Voici par exemple, donc c'est sur cette île, on trouve ce paysage-là. Ce que ça donne. Donc on a une ferme évidemment très mécanisée, avec des champs immenses. Et les agriculteurs français, à cause des règles du libre-échange qui sont instituées par les traités européens, sont en concurrence avec cette ferme-là. Sont en concurrence avec les serres horticoles espagnoles. Donc là aussi, on aura un prix une valeur des salaires qui sera inférieure au SMIC français. Et puis, on a aussi la concurrence non seulement au sein de l'Union européenne, l'Espagne, la Roumanie, mais aussi avec le Brésil, par exemple. Je crois que cette photographie se passe de commentaires. Cette photographie est une antithèse de l'écologie à elle seule. Donc c'est une récolte du soja. La culture du soja contribue à la déforestation. Et le soja est importé, par exemple à Lorient, en quantité pour nourrir les animaux d'élevage en France. Donc lorsqu'on achète de la viande d'origine française, on achète des animaux qui ont mangé du soja sud-américain, souvent du soja traité au glyphosate et à divers pesticides, et qui a contribué à la déforestation. Revenons à l'Union européenne. Voici un élevage de poulets aux Pays-Bas. Donc les champs et les prairies sont industrialisés, l'élevage aussi. Et les projets de ce type-là se multiplient en France. En France, on a plusieurs fermes qui sont en projet, qui sont des fermes, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des fermes d'ailleurs, de 50 000, 100 000 ou plus de 200 000 volailles. Alors évidemment, ce qui est recherché ici, c'est l'hyperproductivité. Voici une illustration de ce à quoi on peut aboutir en termes d'hyperproductivité. Voici une sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, une moissonneuse à poulets qui circule dans ce grand hangar où les poulets sont concentrés. Donc, ce sont des images pirates prises par l'association de défense des animaux qui s'appelle L214, que je remercie parce que même si leur action est controversée, ils ont au moins ce mérite-là pour toute la population d'informer sur ce qui se passe, de voir ce que c'est, voir ce à quoi ça ressemble. Et ici, on n'est pas dans une dérive illégale d'un paysan qui aurait été trop loin, qui n'aurait pas respecté les règles. Ici, on est vraiment dans la norme. La nouvelle norme, et qui est notamment apportée par les traités européens, ce sont les fermes-usines, les fermes géantes. C'est l'application normale des traités, hein. Ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un phénomène passager, c'est la nouvelle normalité. Autre exemple, toujours avec des animaux, voici un tourniquet pour la traite des vaches en Espagne. Donc c'est une ferme avec beaucoup de vaches, et nos producteurs de lait doivent être en concurrence avec cette ferme-là. En France, on a par exemple la ferme des 1000 vaches, où il y a 850 vaches en fait, avec ce même tourniquet, un peu plus petit. Et nos éleveurs laitiers français doivent s'adapter ou disparaître.
Et la question qu'il faut se poser, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un pays avec beaucoup de petites exploitations ou un pays avec une seule ferme gigantesque avec toutes les vaches qui seraient là et le lait qui serait ensuite acheminé par camion dans toute la France? Greenpeace a fait une recension des fermes-usines. On voit qu'il y en a un petit peu partout, avec une concentration sur l'ouest et sur la région nord. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ferme géante ou ferme-usine? Plus de 400 vaches, plus de 750 truies ou plus de 40 000 poulets. Et je tiens à dire que ce processus de gigantification et de machinisme ne touche pas que l'agriculture classique, elle touche aussi l'agriculture biologique, qui est soumise aux mêmes règles des traités. Donc on a des gens qui sont très contents d'acheter bio, et moi j'encourage plutôt à acheter bio parce qu'il y a moins de pesticides. Mais acheter bio, ça ne va pas à l'encontre de l'agriculture industrielle, malheureusement. Alors, quand des fermes géantes s'installent, par exemple une ferme géante de poulets à Pitt-de-Gamme dans le Nord, quasiment systématiquement, il y a une opposition locale. Pourquoi? Alors d'abord, il y a des riverains, des voisins qui ne veulent pas être indisposés par les nuisances de la nouvelle ferme. Surtout que les grandes fermes peuvent avoir des nuisances d'odeur, etc. assez importantes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les gens, quand ils voient s'installer, ou quand ils voient simplement un projet de nouvelle ferme géante avec 200 000 poulets, comme c'est le cas à Pitt-de-Gamme, les gens, philosophiquement, refusent ça. Ils disent, mais c'est pas normal, il ne faut pas faire ça. Et donc ça ajoute de la contestation à la contestation. Donc là, on voit quelques personnes qui défilent, donc 200 personnes, donc c'est pas quelques personnes, qui défilent contre un projet de poulailler géant. Incidemment, c'est un poulailler géant qui s'installe dans le Nord parce que la Belgique a voulu renforcer un peu ses normes. Donc les producteurs de poulets belges fabriquent leurs usines dans le nord de la France au lieu de les faire en Belgique. Ils ont le droit grâce à l'article 63 que j'ai cité tout à l'heure. Donc les gens sont contre. Ce que j'aimerais, moi, c'est que les gens soient contre en expliquant les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est pas simplement qu'il y a une dérive, des méchants agriculteurs capitalistes qui iraient trop loin. La raison, ce sont les traités européens. Voici l'article qui est en cause, c'est l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article 39, je précise que je l'ai légèrement reformulé, mais il correspond à la réalité. Les politiques communes de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la forêt ont pour but, c'est le premier but, il y en a d'autres, mais c'est le premier but, d'accroître la productivité de ces activités en développant le progrès technique. Donc quand on parlait tout à l'heure en introduction de quel est le progrès technique défendu par l'Union européenne, c'est ce gigantisme et ce machinisme, et cette non prise en compte de l'animal sensible, en assurant le développement rationnel de la production agricole, ainsi qu'un emploi, c'est du langage magnifique, un emploi optimum des facteurs de production, donc ça veut dire les grandes usines, les installations géantes, notamment de la main d'œuvre, ça veut dire qu'on va robotiser et faire en sorte qu'il n'y ait plus de travailleurs. Donc voici la direction du progrès technique. Encore deux exemples du progrès technique tel que promu par l'Union européenne. Voici un robot cueilleur de poivrons. C'est un projet financé par la Commission européenne, 4 millions d'euros, donc financé par vous, je rappelle que c'est vous qui financez l'Union européenne et même qui l'a surfinancé, puisque l'Union européenne prend une partie de l'argent au passage. Donc votre argent a servi à financer ce projet. Donc voici typiquement ce qu'on aura peut-être dans quelques années dans les fameuses serres que je vous ai montrées à Almeria. Un robot cueilleur de poivrons qui pour l'instant en 2018, c'est un travail de recherche donc ça s'améliore, cueille en 24 secondes des poivrons. Autre exemple. En ce qui concerne les poissons et l'aquaculture, il y a des élevages de poissons, parce comme on fait de la surpêche, on n'arrive plus à pêcher plus dans les océans. On est au taquet en fait, et encore au taquet, ça risque de s'effondrer. Enfin bref. On n'arrive plus à pêcher plus de poissons, donc pour quand même continuer dans la croissance et la croissance de la production, l'expansion de la consommation, on a deux programmes. Le premier, 8 millions d'euros, toujours financé par vous entre 2005 et 2010, améliorer l'immunité des poissons, notamment par l'usage de vaccins. Donc ça, c'est le progrès technique défendu par la Commission européenne avec le dispositif Cordis. C'est le progrès technique défendu par l'Union européenne. Aquamax, 10 millions d'euros, toujours financé par vous, développer des substituts alimentaires végétariens pour des poissons carnivores. Donc là, on voit que l'Union européenne a tiré toutes les leçons de l'affaire des farines animales qu'on a vu il y a quelques années, qui avait causé la fameuse affaire que Gilles a brièvement évoquée
de l'encéphalie spongiforme bovine. L'Union européenne nous entraîne aussi vers de la surconsommation. Alors ici, j'ai mis l'image d'un supermarché. Voici l'image d'un parking avec beaucoup de voitures. En France, on vend chaque année 2 millions de voitures. Est-ce qu'on doit aller vers 3 millions, 4 millions, 5 millions? La durée de vie des lave-linges a chuté en 8 ans. La durée de vie a même, sur certains produits, baissé de moitié en quelques années. Alors quel est le lien entre cette surconsommation, la chute de la durée de vie, l'obsolescence programmée? Je voudrais citer une phrase de Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur conseil assez connu sur les problématiques d'énergie et de climat. Le traité constitutionnel européen de 2005, donc c'est exprimé à l'époque, ce traité constitutionnel a été refusé par les Français, mais a été quand même accepté par la classe politique française en 2 ans plus tard. Est parfaitement adapté à un monde infini. Il aurait été honnête pour le futur citoyen européen de mettre en préambule que l'Union européenne est fondée sur le principe que les ressources naturelles sont disponibles en quantité suffisante et que la capacité d'épuration de l'environnement ne pose pas de problème. C'est une phrase assez forte et qui montre que l'Union européenne en fait a une vision de l'économie illimitiste. Il n'y aura pas de souci, on peut continuer perpétuellement l'expansion de la consommation. Ne craignons pas l'apparition de limites, le fait d'atteindre certaines limites, soit des ressources, soit de la biosphère. Et donc on va revenir encore une fois au traité. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée. Alors, équilibrée, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la croissance économique, ça c'est sûr. Deuxième citation importante dans les traités. Il y a dans l'article 32 la nécessité d'une expansion de la consommation dans l'Union. Donc je rappelle que ces textes ont valeur de constitution, supérieure au droit français. Donc l'objectif de la France, quel que soit le président élu, même si un jour on élit un président décroissant, l'objectif de la France sera nécessairement l'expansion de la consommation et la croissance économique. En ce moment, l'Union européenne communique assez largement autour d'un Green Deal, alors c'est du bon français. Donc ce Green Deal européen, alors déjà lorsqu'on creuse un peu, il y a beaucoup d'argent qui est annoncé, mais c'est pas autant d'argent en vrai. Et puis c'est présenté clairement comme une nouvelle stratégie de croissance. Le but du Green Deal, et donc toutes les politiques seront conçues en fonction de ce but, est de faire de la croissance. Alors, quand au début de mon intervention je parlais du développement durable, qui est évoqué dans les traités européens, il est clair que le développement durable défendu par l'Union européenne n'est pas de l'écologie, comme on le croit trop souvent. Ce n'est pas une croissance qui répondrait aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce n'est pas non plus la joyeuse intersection entre à la fois l'économie, l'écologie et le progrès social. Malheureusement, le développement durable, tel que promu par l'Union européenne, se range plutôt du côté d'une arnaque, où on en a en fait un développement, une croissance économique tout à fait classique dans la continuité de ce qui s'est fait ces dernières décennies, qui est donc en fait, selon les mots de Dirk Jensen, une destruction durable, et selon les mots de Gilbert Rist, un universitaire suisse, un ensemble de pratiques qui obligent à détruire de façon systématique le milieu naturel en vue d'une production croissante de marchandises. Donc on est clairement dans cette seconde configuration. Le développement durable n'est pas de l'écologie, et d'ailleurs le mot écologie n'apparaît pas dans les traités européens. On trouve davantage le mot environnement, et lorsqu'on trouve le mot environnement, il s'agit de l'environnement économique favorable aux entreprises. Autre question, de quel progrès technique parle-t-on? Est-ce que c'est une science qui serait mise au service de l'écologie, où on s'inspirerait des travaux des scientifiques pour maximiser la biodiversité, pour protéger les écosystèmes? Malheureusement, on n'est pas dans cette configuration-là, on est bien plus dans la fuite en avant technicienne. La croissance économique qui est promue par les traités européens. Moi, je suis décroissant, donc je ne suis pas favorable à la croissance économique, on pourrait en parler longuement, c'est un grand et vaste sujet. Simplement, dans les traités européens, il ne s'agit pas d'une croissance pour le bonheur et la prospérité, il s'agit bien plus d'une dérive consumériste, avec, de manière simultanée, j'en ai pas parlé, une croissance des inégalités. Donc, simplement sur les traités européens, le consumérisme, le productivisme
le fait de produire toujours plus. L'extractivisme, pour nourrir cette économie qui est toujours en croissance, il faut extraire chaque année davantage de matière, de métaux, de pétrole, d'hydrocarbures du sous-sol. Le raccourcissement de la durée de vie des objets, la non-résilience des activités économiques, l'abaissement des normes écologiques, la destruction de l'agriculture à taille humaine, sont toutes inscrites dans les traités, soit directement inscrites, soit en tant que conséquence directe des traités européens. Et j'ai très peu parlé de la concurrence, dans par exemple l'abaissement des normes et le raccourcissement de la durée de vie des objets. Il y a beaucoup de phénomènes de concurrence et de compétitivité qui entrent en jeu. Donc les traités européens sont gravement anti-écologiques, et j'insiste sur cette idée-là. Toute proposition politique qui se réclame de l'écologie et qui n'explique pas précisément et comment, avec une méthode, avec des moyens et avec un calendrier, comment sortir de l'empire des articles que j'ai cités, est nulle et mauvaise. Un bon parti écologiste, ça peut être l'UPR, ça peut être un autre. Je ne suis pas d'accord avec Gilles quand tu dis que l'UPR n'est pas un parti écologiste, nous sommes un parti écologiste, même si nous acceptons des clivages sur la question. Et donc là, ça pose forcément problème parce qu'il y a un grand nombre de partis qui n'évoquent pas ce problème. Alors on pourrait se dire, c'est simplement les traités européens, ce sont des textes, ce sont des morceaux de papier, on va désobéir, on va les changer, on va s'arranger, on va renégocier. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons de fond de sortir? La réponse est oui. Il ne faut pas s'arrêter simplement au discours politique sur le changement des traités. Quelques exemples rapides. Les lobbies, on parlait de la corruption, il y a une forme de corruption qui est institutionnalisée, tout à fait acceptée, considérée comme normale dans les institutions européennes, qui est le lobbyisme. Par exemple, quelque chose qu'on n'imagine pas en France, des partis politiques financés par le privé. Donc le parti de Macron, par exemple, le parti européen lié à Macron, est financé par ce type de multinationales, Uber, Bayer, Disney. Comment il s'appelle ce parti-là? Renew Europe, je crois. Le parti européen. Renew Europe, je crois. Renouveler l'Europe. Je ne suis pas sûr. De mémoire. Les lobbyistes. Il y a encore des lobbyistes à Paris, mais il y en a davantage à Bruxelles. Les entreprises ont compris où ça se passait. Donc pour seulement 750 eurodéputés, on a un chiffre qui est un peu inconnu. Il y a des estimations qui vont jusqu'à 50 000. J'ai mis le chiffre que j'ai le plus fréquemment rencontré, qui est de 20 000. Donc on a 30 fois plus de lobbyistes que d'eurodéputés. Ce qui signifie que pour un eurodéputé qui travaille, il y a 30 personnes à temps plein autour de lui pour lui faciliter la vie, lui faire des petits cadeaux. Oh, on va pas lui offrir un voyage, mais quand même, on va faire une jolie réception, etc. Préparer un dossier ou préparer des amendements clés en main, bien sûr. Bien sûr. Bon, voilà pour les lobbies. Mais qui s'occupe d'écologie à l'Union européenne? Je vais vous faire un petit jeu avec 3 propositions. On va parler de la précédente mandature de la Commission européenne, donc c'est la période 2014-2019. Il y avait 2 commissaires européens chargés de l'écologie. Alors évidemment, il n'y avait pas le mot écologie. Il y avait le premier commissaire qui s'occupe de l'énergie et du climat, et le deuxième commissaire qui s'occupe, de façon assez bizarre, de l'eau et de l'air, donc de l'environnement, et de la pêche. Ils ont mis la pêche avec l'eau et l'environnement. Qui sont ces 2 personnes? Petit jeu. Premièrement, s'agit-il d'un ex-ministre de l'Agriculture député depuis 1982, 3 ans avant ma naissance, et, pour l'autre, d'un ex-ministre du Tourisme député depuis 1976. Est-ce qu'il s'agit d'un ex-dirigeant de société pétrolière? Non, il n'aurait pas osé. Et l'ex-directeur exécutif d'une chaîne d'hôtels. Ou enfin, troisième possibilité, petit c, un ex-dirigeant de société de bingo et un ex-dirigeant de société de paris et de poker sur Internet. Qui vote pour le A? Qui vote pour le B? Qui vote pour le C? La bonne réponse est les 3. À 2, les 2 personnes qui s'occupent de ça. Donc on a Miguel Arias Cañete, un espagnol de la droite espagnole, et on a Carmenu Vela, un maltais. À eux 2, ils sont tout ça. Donc on a l'espagnol qui sera un ex-ministre de l'Agriculture, qui avait des intérêts dans une société pétrolière. Donc un monsieur pétrole, on a mis un monsieur pétrole pendant 5 ans à l'énergie et au climat.
Et il avait aussi des sociétés de bingo. Et donc pour l'autre, Carmine Nouvella, le Maltais, ministre du Tourisme, puis, ou auparavant, directeur exécutif d'une chaîne d'hôtels et dirigeant d'une société de poker sur Internet. Alors ça s'arrêtait en 2000. Alors au passage, l'espagnol dont je viens de parler, qui est un monsieur pétrole au climat et à l'énergie, ça a fait scandale évidemment en 2014. Il y a eu Jean Quatremer raconte ça, un journaliste à Libération à Bruxelles. Il y a eu une sorte d'équilibre de la terreur entre la gauche et la droite européenne. La gauche européenne a dit on vous laisse passer ce monsieur pétrole, qui par ailleurs a d'autres casseroles en tant que commissaire européen, mais en échange, vous nous laissez passer, pour nous la gauche européenne, Pierre Moscovici en face. Donc ils sont passés entre les gouttes, les deux. Donc ce monsieur pétrole qui avait des casseroles, et pour l'autre l'incompétent Moscovici. Alors, qui s'occupe du fameux plan vert, le Green Deal dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, c'est un ex-ministre des Affaires étrangères, député depuis 1998, qui a qualifié de surréglementation une proposition sur la réduction des sacs en plastique, et qui appartenait à la commission précédente. Il était le vice-président de la commission auprès de Jean-Claude Juncker. Il a été surnommé le nettoyeur par le journal Le Monde, car dès son arrivée à la Commission européenne, il a supprimé des dizaines de projets de loi, y compris sur la qualité de l'air et sur l'économie circulaire. Donc voici le monsieur qu'on a mis à la tête du fameux plan vert. Il est hollandais, il s'appelle Frans Timmermans. J'ai pas fait exprès de mettre un drapeau européen sur le coin. Un drapeau américain sur le coin. Donc, si on conclut sur l'Union européenne, ça pourrait être drôle, mais c'est tragique. Premièrement, les articles des traités sont incompatibles avec les principes élémentaires de base de l'écologie. On est vraiment à l'opposé. Chaque jour qui passe, les entreprises, les agriculteurs prennent des décisions qui vont à l'encontre des règles de base de l'écologie, toujours vers le machinisme, le gigantisme, la réification de l'animal, le fait de le considérer comme un objet, une marchandise, etc. Le bilan écologique de l'Union européenne est désastreux. Je n'ai pas développé, j'aime pas insister sur ce qui ne va pas, sur la baisse de biodiversité. Je trouve que c'est pas très utile. Vous savez tous qu'il y a des problèmes gigantesques de baisse de biodiversité, de climat, etc. Le bilan écologique de l'Union européenne est désastreux. Les objectifs de l'Union européenne sont les objectifs marchands, qui sont placés très très au-dessus des objectifs écologiques. Et en fait, dès le départ, l'Union européenne a été conçue comme un marché. Donc c'est une vision mercantile. Ça a été conçu sur de l'industrie lourde, hein, le charbon et l'acier. Et encore aujourd'hui, on a des grandes orientations de politique économique qui s'imposent sur la durée aux États européens. On n'a jamais vu de grandes orientations de politique écologique. Ce n'est pas ça l'ADN de l'Union européenne. Donc, il me semble raisonnable de dire qu'un vote écologiste est forcément un vote contre l'Union européenne. Et il ne s'agit pas simplement d'être contre les traités. Oui, il faut être contre les traités qui sont, pour certains articles, complètement délirants, complètement fous. Mais il s'agit aussi d'être contre les pratiques réelles, l'Union européenne telle qu'elle se fait au quotidien, contre les hommes en place et contre les objectifs primordiaux. En fait, il faut être contre la raison d'être de l'Union européenne, qui est avant tout en fait un texte juridique, qui est un traité de libre-échange entre les nations européennes et avec l'extérieur. Et ça a été grandement catalysé par les grandes multinationales, sans prise en compte réelle de l'intérêt des peuples. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu des référendums et que les peuples ont dit non, ça a fini quasiment systématiquement par poursuivre cette construction européenne. Le Brexit étant l'exception qui confirme cette règle. Alors, je vais citer Aurélien Bernier. Donc, une renégociation ne suffit pas, il faut se libérer de toutes ces règles, se libérer complètement de l'Union européenne. Je cite Aurélien Bernier. Les politiques générales de l'Union européenne sont un véritable désastre pour l'environnement. Je me demande comment font certains écologistes pour ne pas s'en rendre compte. C'est simplement dit et c'est tout à fait vrai. Du coup, on en revient à la question que pose mon intervention. Union européenne ou écologie, quel est votre choix? Alors, le choix des gens, c'est souvent de changer l'Europe. Évidemment, si vous connaissez les analyses de l'Union populaire républicaine, sur lesquelles je ne vais pas revenir, cela n'a aucune chance d'arriver. On a attendu quelques décennies l'Europe sociale, qui n'est pas arrivée, bien au contraire.
Une Europe écologique n'arrivera pas non plus. Une Europe décroissante n'arrivera pas non plus. L'Union européenne ne peut pas changer. Les changements se font à l'unanimité des États membres. Donc ça ne changera pas. Il faut s'en débarrasser en fait. Autrement dit par Olivier Delorme, qui est historien, qui n'est pas l'Union populaire républicaine, hein, ni Aurélien Bernier, je m'en sers simplement dans ma présentation. Chacun sait que cette Europe ne sera pas réformée parce qu'elle est irréformable et parce qu'elle a été construite pour servir exactement à quoi elle sert. Priver les peuples de toute prise sur le réel et sur leur destin, au profit d'une oligarchie économique, seule patronne de cette Europe. Quand les choses sont dites clairement, on comprend mieux, ça apparaît plus clairement. Frédéric Lordon, qui est très apprécié par la gauche française, en tant qu'économiste, critique de l'euro, mais pas forcément pour le Frexit. L'Union européenne est la forme continentale de l'hégémonie du capital. Si vous êtes de gauche, que vous êtes contre l'hégémonie du capital, je vous conseille de voter contre l'Union européenne. Donc, je conclurai sur l'Union européenne en disant que c'est une des organisations les plus mercantiles et productivistes de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, il y a beaucoup de nations qui ont suivi ce chemin aujourd'hui. Elle contribue au déclin de la vie sur Terre. Donc, j'ai parlé des océans, j'ai parlé des forêts, j'ai parlé des prairies. L'Union européenne est un des meilleurs atouts du capitalisme globalisé et de l'oligarchie. C'est clair ou c'est pas clair? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, Union européenne ou écologie, quel est votre choix? Mais je ne comprends pas cette présentation. Union européenne ou écologie, il faut choisir entre les deux. Pourtant, en France, le premier parti écologique s'appelle Europe Écologie Les Verts. Mais ils sont pour l'Europe ou pour l'écologie? Ils vont choisir quoi entre la poursuite de l'application des traités? Ils ont mis Europe en premier. Et ils ont mis des étoiles à côté du tournesol. C'est pas lui, c'est Europe, mais avec des étoiles, donc c'était. Alors je vais comparer avec quelques éléments ces deux partis que sont Europe Écologie Les Verts d'une part et l'UPR d'autre part. Europe Écologie Les Verts a fait un très bon score aux dernières élections européennes. Et 3 semaines après, Yannick Jadot s'est affiché en première page de l'Obs avec légalisant le cannabis. Mais qu'est-ce que c'est que cette décision clivante prise 3 semaines après son élection, sa réélection en tant qu'eurodéputé? Si la priorité de Europe Écologie Les Verts était l'écologie, il devrait rassembler les gens qui sont pour la légalisation et les gens qui sont contre. Les meilleurs résultats aux élections européennes d'Europe Écologie Les Verts, dans les 10 premiers villages, sont tous en Corse. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus subitement très écologistes, les Corses? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les gens ne savent pas. Les gens votent Europe Écologie Les Verts pour l'écologie, sans savoir que Europe Écologie Les Verts est contre la France et souhaite dissoudre la nation française, dissoudre l'État-nation français. Alors, je ne suis pas en train de les diffamer, c'est leur programme, hein, c'est ce qu'ils veulent faire. Par exemple, en 2013, alors peut-être que Yannick Jadot dira des choses différemment aujourd'hui, hein, mais en 2013, Emmanuelle Cos, qui est dirigeante de ce parti à l'époque, nous écologistes, alors pas moi, hein, moi je suis écologiste, mais je ne suis pas dans ce nous. Nous écologistes, donc elle s'arroge le fait de représenter tous les écologistes en disant comme ça. Nous écologistes sommes pour une Europe des régions plus fédérales. Le problème c'est aussi celui de l'État-nation. Moi je ne trouve pas que ce soit un problème, je pense que c'est un cadre de travail relativement habituel depuis quelques décennies. Je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation, à quelque chose de beaucoup plus intégré. Les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus. Alors Yves Calvi, qui est un animateur, répond: vous nous décrivez une France qui ne serait qu'une région européenne plus qu'un pays. Mais pourquoi pas? Il faut arrêter avec ce sentiment national exacerbé. Donc en fait, Europe Écologie Les Verts fait alliance avec tous les partis de nationalisme régional, en Bretagne, en Alsace, au Pays Basque, etc. Et c'est la raison pour laquelle les meilleurs scores sont faits en Corse. C'est un vote en fait de nationalisme corse, de régionalisme, et pas un vote pour l'écologie. Donc il y a des grandes ambiguïtés avec Europe Écologie Les Verts. Ils font des choix forts sur certains sujets de société.
Légalisation du cannabis, j'aurais pu citer aussi le mariage pour tous, etc. L'ancrage à gauche, j'en ai pas du tout parlé, mais en fait le parti a choisi, ça s'est passé en 1993-94 avec Dominique Voynet, a choisi d'épouser le Parti socialiste et d'en devenir une sorte d'appendice écologiste. Avant, il y avait Antoine Vechter, ça commence à dater un peu, il y avait Antoine Vechter qui disait l'écologie n'est pas à marier, qui défendait une ligne ni gauche ni droite, on est écologiste. Donc aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts ne peut plus s'adresser à la droite puisqu'ils ont fait des choix très à gauche en fait, avec cette alliance pour le Parti socialiste, et ils sont pour la dissolution de l'État français et radicalement pro-européen, malgré toute la présentation que je vous ai faite sur les traités et sur les objectifs de l'Union européenne. Donc je m'étonne et je m'insurge un peu que ce parti ait le monopole de l'écologie en France, ou en tout cas un certain monopole. Je trouve anormal que, quand on dit écologie, on pense Europe Écologie Les Verts. Alors ils ont quand même fait un beau score aux élections européennes. En tout début de campagne, Yannick Jadot avait dit notre potentiel électoral est de 15%, si on travaille bien, on occupera la quasi-totalité de cet objectif. Bah, ils ont bien travaillé. Voici leur score. Donc au niveau national, ils ont fait oui, non, il n'y a pas d'erreur. Ils ont fait 13,6%. Et à Europe à Bordeaux, ils ont dépassé les 20%. Dans le même temps, il faut admettre notre défaite électorale. Nous, à l'UPR, nous avons fait un peu plus de 1%, à la fois au niveau national et à Bordeaux. Alors, fort de ce succès, la presse a félicité Yannick Jadot, devenu le géant vert. Il a eu des déclarations étonnantes comme « J'ai fait le meilleur score qu'ont jamais fait les écologistes en nombre d'électeurs. Je suis devenu une star parce que j'ai fait ce score-là. » Et donc des émissions de radio ont titré « Yannick Jadot a-t-il pris le melon ?» Et il fallait se poser la question. Il faut le ramener sur terre. Le vote écologiste pour Europe EELV à ces élections a été un vote très tardif. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été anticipé par les sondeurs. Les gens se sont décidés dans la semaine ou dans la journée même. Il y a beaucoup de gens qui ont voté parce que les enfants ont dit « Papa, papa, maman, maman, vote écolo ». Et puis un fort électorat jeune du dernier moment. C'est un vote un peu fragile. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté pour EELV à cette élection-là, qui avaient voté pour Macron à la présidentielle précédente. C'est un vote qui peut se reporter ailleurs. Et malheureusement, c'est trop souvent un vote qui dit « j'aurais au moins fait ça pour l'écologie, je suis un bon citoyen ». On voit aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi un peu bobo, voici la carte sur Paris. Et donc on voit quels sont les arrondissements qui ont voté Europe Écologie Les Verts. Alors ce n'est pas les arrondissements de l'Ouest qui sont les plus riches, mais ce sont les arrondissements, on est autour du Marais, c'est effectivement les arrondissements bobos. Et donc on n'a pas les quartiers populaires en fait. Le vote Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts est un vote assez bourgeois et faible dans les quartiers populaires. Contrairement à l'UPR qui fait ses meilleurs scores dans les quartiers populaires. Toujours pour comparer EELV avec l'UPR, toutes nos candidatures étaient indépendantes, et EELV n'est pas un parti indépendant, il est inféodé au Parti socialiste. Il y a très souvent des tractations, des négociations de place entre EELV et le Parti socialiste. Et donc nos candidatures étaient indépendantes et pas celles de EELV. Alors en termes de nombre d'électeurs, un nombre d'adhérents au parti, eh bien, il faut voir quel est le petit parti, quel est le grand parti. EELV a connu un joli petit regain l'an dernier avec toutes ces histoires de feux de forêt en Australie, de climat, et a repassé la barre des 5000. À l'UPR, nous, on est à 38 500 et à, je crois, de l'ordre de 25 000 à jour de cotisation. Donc, on est plusieurs fois plus grand que EELV. Donc, Gilles, tu disais que l'UPR n'est pas un parti écologiste. Je maintiens que je ne suis pas d'accord. Et j'affirme même que nous sommes le premier parti écologiste de France. Donc, il faut s'assumer comme un parti écologiste. On va défendre une écologie qui ne sera pas celle de EELV. Il y a des gens qui n'aiment pas l'écologie parce qu'ils associent ça au discours de EELV, d'une certaine gauche, etc. Une écologie populaire, tout le monde est d'accord. Tout le monde veut une terre en bon état. Personne ne dit « Oh, j'en ai marre de cette biodiversité, il y a trop d'espèces différentes. Je voudrais simplifier un peu tout ça. » Ça n'existe pas.
Donc on est écologistes tous, et donc on peut assumer qu'on est le premier parti écologiste de France. Donc pour conclure, à l'UPR on a les idées claires, Europe Écologie Les Verts, c'est moins clair. Le combat écologiste existe à ELV. Il y a des excellents écologistes, des très fins connaisseurs de l'écologie sur le local, des gens très courageux qui vont par exemple manifester contre le poulailler à Pitt-Gamme ou qui vont militer contre telle ou telle bétonisation. Mais c'est pas clair. Leur priorité n'est pas forcément l'écologie. C'est noyé avec d'autres priorités et avec un discours clivant qui n'est pas un discours de large rassemblement. Ce n'est pas un parti qui rassemblerait toute la France pour dire maintenant il faut faire de l'écologie. Alors que l'UPR, si. Alors on a des questions de clivage, hein, mais on est pour ça. Tout d'abord, notre priorité elle est claire. C'est pas l'écologie directement. Notre priorité c'est de recouvrer notre souveraineté. Parce que si le droit européen reste tel qu'il est, on ne peut pas faire d'écologie. Première chose à faire, c'est de dire que ce qu'on va faire en France, que nous sommes libres. En fait, le premier objectif, c'est la liberté nationale. C'est le fait de dire, en France, nous pouvons décider de nos orientations. Si on veut faire un pas en arrière en matière de productivisme, nous devons pouvoir le faire. Donc la priorité, c'est d'abord la souveraineté, recouvrer la souveraineté. Donc je vous renvoie aux interventions diverses de François Asselineau et de Charles-Henri Gallois sur les objectifs et sur la méthode. Gilles Garçon l'a dit, notre objectif, c'est d'appliquer notre programme et sortir de l'Union européenne, se libérer des règles de l'Union européenne, se libérer de l'euro et se libérer de l'OTAN. C'est le moyen d'appliquer notre programme et le moyen de rendre la souveraineté aux Français. Donc Union européenne ou écologie, notre choix il est clair, c'est l'écologie. Et après cet exposé sur l'Union européenne, je voudrais parler un peu plus de Bordeaux. Alors pas du programme, hein, tu l'as très bien fait. Je voudrais parler de quelques personnalités bordelaises liées à l'écologie. J'en suis à combien de temps? J'ai peur d'être trop long. Il nous reste 20 minutes. 20 minutes, je vais devoir accélérer un peu. Alors, voici une citation de Bernard Charbonneau. En fait, il y a un tandem bordelais des années à travers tout le XXe siècle, deux amis qui s'appellent Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, qui ont été des écologistes de la première heure et qui ont vécu à Bordeaux. Donc la question, dit-il, n'est plus de choisir entre capitalisme et socialisme, mais de dominer un développement sans frein, ne pouvant mener qu'à la destruction de la nature et de la liberté. Alors, ça se discute. Ça se discute, mais clairement, à la suite de la présentation que j'ai faite, il y a une part de vrai là-dedans. Alors, une autre citation de Bernard Charbonneau. « Méfions-nous du progrès pour le progrès, prenons le temps de la réflexion, de la maîtrise de ses effets. À l'extrême, pourquoi ne pas refuser telle technique ?» C'est typiquement le genre de discours qui est incompatible avec l'Union européenne. L'Union européenne, on est vraiment dans la fuite en avant technicienne, le fait d'aller vite, d'innover, des stratégies de croissance, des stratégies d'innovation. La lenteur, notamment en matière d'innovation, a ses vertus. Alors, Jacques Ellul, il y a l'IUT qui est à côté, qui est avenue Jacques Ellul, et il y a un collège de l'autre côté de la Garonne, j'ai vu ça sur... Je ne suis pas du tout bordelais, hein, je ne connais pas du tout la ville. Il y a un collège qui s'appelle Jacques Ellul de l'autre côté de la Garonne. Et Jacques Ellul, en fait, c'est un homme qui est né à Bordeaux et qui est mort à Pessac. Il a été conseiller municipal de Bordeaux à la Libération. Et il est considéré comme un précurseur de l'écologie et de la décroissance. Il est cité dans ce livre de L'échappée, le pas de côté. Donc il est considéré comme un précurseur de l'écologie de la décroissance. C'est un penseur protestant par ailleurs, il a fait beaucoup d'écrits sur le protestantisme, sur la théologie. Connaisseur de Marx. Alors c'est pas un marxiste, c'est un marxien, c'est-à-dire il connaît bien l'œuvre, et il s'en est un peu inspiré d'une certaine manière. En fait, en analysant tous les raisonnements de Karl Marx sur le capital, il a analysé la concentration du capital, il a analysé le progrès technique comme concentration du capital, et il a abouti à une critique très vive de la société technique et du productivisme. Et il est assez peu connu en France, il est plus connu aux États-Unis. Il a fait une 60aine de livres, dont plusieurs ont été traduits à l'époque, à l'initiative de Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes.
Donc, il fait une critique de la technique. Alors, ce qu'il appelle technique, je vous donne sa définition, elle est intéressante. Partout où il y a recherche et application de moyens nouveaux en fonction du critère d'efficacité, on peut dire qu'il y a technique. Donc la technique, c'est la recherche de l'efficacité en toute chose. Alors, être efficace, c'est bien, mais le totalitarisme de l'efficacité est un problème. Et il décrit, toute son œuvre en fait décrit la technique comme devenant un phénomène autonome, quelque chose qui s'auto-poursuit, avec ses idées de rationalité, d'auto-accroissement, un caractère artificiel dans sa conception et une tendance à artificialiser toute chose. Je voulais expliquer un petit peu son œuvre. En fait, je vais essayer d'être rapide, j'ai pas assez de temps. Pour lui, la technique n'est ni bonne ni mauvaise. Vous connaissez peut-être l'histoire du couteau. Un couteau pour faire la cuisine, c'est très bien. Un couteau pour tuer, c'est pas bien. Donc la technique, on dit souvent, elle est neutre. C'est selon qu'on l'utilise d'une manière ou d'une autre qu'elle sera mauvaise ou bonne. Eh bien, lui, il dit, ce n'est pas tout à fait ça. Il dit, toute technique a des côtés positifs et négatifs, inséparables les uns des autres. Et donc, la technique n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Et il insiste sur le fait que les avantages, par exemple le confort moderne, est inséparable des nuisances. Par exemple la pollution, le réchauffement climatique, etc. Et puis, toute son œuvre, et c'est lui qui le dit, doit s'interpréter sous l'angle de la liberté. Est-ce qu'on a le choix d'accepter ou de refuser ce progrès technique? Par exemple, est-ce que nous, en tant que citoyens, on a le choix de refuser d'avoir un téléphone portable? Et que ce téléphone soit un smartphone qui a des applications? Est-ce qu'on a le choix d'avoir ou pas à la maison une imprimante? Il y a quelques années, on s'en passait d'avoir une imprimante à la maison. Aujourd'hui, les gens ont une imprimante, c'est très utile. Est-ce qu'ils ont le choix est-ce qu'ils ont le choix libre d'installer ou pas une imprimante? Avoir une voiture. Dans les Gilets jaunes, une des raisons, c'était qu'il n'y avait pas d'alternative à la voiture et que l'augmentation du prix de l'essence était insupportable. Est-ce qu'ils ont le choix d'avoir une voiture ou pas? Et par exemple, est-ce qu'on a le choix d'accepter ou de refuser la 5G sur la prochaine génération de téléphones, de réseaux téléphoniques? Donc, bon, je passe assez vite. Alors, José Bové a vécu à Bordeaux et il a été. Je vais parler d'abord de Noël Mamère. Noël Mamère, vous le connaissez en tant que maire de Bègle. J'ai fait un peu dans le désordre. Noël Mamère a été l'élève de Jacques Ellul, que j'ai cité. Et il a été le copain de Simon Charbonneau, qui est le fils de la citation que j'ai dite avant. Alors, il a été chanteur, il a été présentateur télé, et il se lance en politique vers la fin des années 80, début des années 90. En 90, avec Jean-Louis Borloo, Brice Lalonde et Harlem Désir, il lance Génération Écologie, sur demande de Mitterrand, et à l'époque c'est pour torpiller les Verts. Les Verts qui n'avaient pas encore choisi d'être à gauche. Parti qui, paraît-il, a été lancé avec l'aide des fonds spéciaux du gouvernement, ça c'est un truc ancien. C'était l'argent un peu obscur des ministères et de la présidence. Les valises. En 1994, il choisit de partir aux élections avec Bernard Tapie. Bernard Tapie qui, dans ces élections européennes de 1994, fait applaudir Mitterrand. Et il obtient 12%, alors que Brice Lalonde, qui était avec lui auparavant, tombe à 2% et que les Verts tombent à 2%. Donc c'est une opération réussie pour Mitterrand, grâce à Noël Mamère. Et donc après, il a rejoint plus tard Europe Écologie Les Verts. Il est devenu maire de Bègle avec l'aide d'Alain Juppé. Et en 2013, il a déclaré à propos de son parti, Europe Écologie Les Verts, « Notre parti ne produit plus rien. » Je vous invite à décider si c'est encore le cas aujourd'hui. En 2013, ça fait 6 ans. « Notre parti ne produit plus rien. Il est prisonnier de ses calculs et de ses clans. Nous sommes devenus un syndicat d'élus. J'ai l'impression d'un surplace qui nuit au rôle que nous pouvons jouer dans la société. » Il a déclaré ça dans Le Monde. José Bové. Donc lui, il a été un peu le disciple d'Ellul. En fait, dans les années 70, il y avait des réunions sur Bordeaux où ça parlait de l'État, de la technique, du nucléaire, de l'écologie, etc. Plutôt tendance anarchiste, libertaire, etc.
Et puis, donc, José Bové y participait, et Jacques Ellul aussi. José Bové était influencé par la pensée de Jacques Ellul, par sa radicalité structurée. Et en 1987, avec Bernard Lambert, il va contribuer à la création de la Confédération paysanne. En France, il y a plusieurs syndicats agricoles. Le plus grand, c'est la FNSEA, productiviste, pro-européen. Et puis, il y a la Confédération paysanne, qui est anti-productiviste. Je peux citer quelques objectifs, hein, pour la souveraineté alimentaire, pour le droit au revenu de tous les agriculteurs, pour la régulation publique des marchés, et contre l'industrialisation de l'agriculture. Donc, ce syndicat agricole, la Confédération paysanne, a été créé par José Bové sous l'influence des idées antiproductivistes de Jacques Ellul. Et j'ai une hâte, c'est que la Confédération paysanne milite pour le Frexit. Un peu plus tard, José Bové crée Attac, 1998. Et pareil, j'ai hâte que Attac milite pour le Frexit, puisqu'ils sont pour notre Europe. Et je voudrais vous dire ce que José Bové avait écrit dans une tribune dans Le Monde en 2004 à propos du TCE, donc le traité constitutionnel européen, qui a été refusé par référendum par les Français, puis passé quand même par la classe politique française. Il disait: ce texte, qui est donc devenu la Constitution dont j'ai présenté des extraits, hein, dans le traité de Lisbonne, ce texte est dangereux et inacceptable. Ce texte en lui-même, avec ses 500 articles mélangeant valeurs de société, organisation des pouvoirs et politique sectorielle, est un document à la fois illisible et incompréhensible. Et c'est vrai que les traités européens, on n'arrive pas à comprendre à la première lecture. En fait, ce texte prétend, en les intégrant, sacraliser des politiques européennes induites par une vision libérale de l'économie et atlantiste de la défense. De ce fait, le projet a pour conséquence concrète, s'il était adopté, et il a été adopté, de priver les citoyens d'exercer leur droit légitime à choisir un modèle économique, social et écologique. En privant les citoyens de choix, ce texte est dangereux pour la démocratie. Avec ce texte, la déréglementation deviendra la règle. Donc là, il prévoit l'ubérisation dont on parle et la casse des services publics qui s'est poursuivie. En donnant valeur constitutionnelle à un texte qui s'inscrit dans une démarche diamétralement opposée, les femmes et les hommes de gauche ne feraient pas que renoncer à ce combat. Ils contribueraient aussi à figer dans le marbre une vision purement mercantile de la société, et donc à vider la politique de son sens. Et c'est bien dit. Mais pourquoi il est resté à Europe Écologie Les Verts? Il faut qu'il vienne à l'UPR, José Bové. Et la Confédération paysanne a milité pour le non au traité, au TCE. La FNSEA, ils n'ont pas osé dire ils n'ont pas osé militer pour, parce que la base de leurs adhérents était très tiraillée. Alors, José Bové toujours, à propos de Europe Écologie Les Verts en 2015. Je vous invite à examiner si cette critique est toujours justifiée. Donc il parle de Europe Écologie Les Verts. On a le choix entre le gauchisme, avec Cécile Duflot, l'opportunisme, avec Jean-Vincent Placé. Vous l'avez oublié, Jean-Vincent Placé. Voilà l'avenir d'Europe Écologie Les Verts. Je ne vois pas ce qu'on peut faire avec une boutique comme ça. Est-ce qu'on est encore dans le gauchisme et l'opportunisme? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je sais pas ce que va faire Yannick Jadot. Gauchiste, moins. Il se montre de plus en plus centriste et pro-entreprise. Il dit que l'écologie, c'est une opportunité de faire des affaires pour l'économie. Et opportunisme, je ne le connais pas, mais bon, cette star a sans doute des projets. Il sera peut-être récupéré par le système comme jolie alternative à Macron. Parce que Macron étant assez mal à certains égards, Yannick Jadot pourrait tout à fait prendre la relève et être promu par les médias. En 2017, par contre, José Bové toujours, j'appelle sans ambiguïté et sans aucune retenue à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Comme quasiment tous les écologistes médiatiques, en fait, à l'entre-deux tours de 2017, il y avait le choix entre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, donc un choix difficile. Il y avait le choix, du coup, entre les deux, ou vote blanc ou abstentionnisme, ou oui, mais sous condition, oui, mais je trouve ça pas bien. Et en fait, tous les écologistes
de l'orbite d'Europe Écologie Les Verts, hein, pas les écologistes de terrain, ont appelé sans retenue à voter pour Macron. Hulot, Emmanuel Cos, Cécile Duflot, etc., etc. Voilà, ça je passe, je pense qu'on arrive au bout. Alors je voulais finir. Bon, je ne vais pas parler de. Alors, c'est Pierre Urmic, hein, c'est ça? Oui. Il a aussi été l'élève de Jacques Ellul. Qu'est-ce que je peux dire de lui? Bah, de manière générale, je vais leur lancer un terme générique. Leur vision de l'écologie est confuse parce qu'il y a une pluralité de sujets qui ont quelquefois rien à voir avec l'écologie. Et c'est devenu de plus en plus une écologie tiède. Hein. C'est une écologie qui ramasse bien les électeurs, mais qui est inconséquente. En totale opposition avec les traités. En totale opposition avec les traités, surtout. Alors, ils rassemblent tous ces partis-là, Monsieur, tous pro-européens. Le premier qui s'est présenté à l'élection présidentielle, Charles Dumont. C'est pas Charles, c'est René Dumont. René Dumont, 74, oui. Avec son pull rouge et son verre d'eau. Oui. Quelle est la question? C'était rigolo. Ouais. Oui, il a quand même rendu service à la cause écologiste avec cette candidature. Le mouvement a commencé à se structurer à cette époque-là. Donc je passe, hein, ils sont tous pro-européens. J'ai du mal à voir des exceptions. Je voudrais parler de Jean-Marc Jancy. Alors vous connaissez peut-être le festival Climax qui a eu lieu chaque année à Bordeaux, c'est de l'autre côté de la Garonne. Et donc c'est ce monsieur qui gérait comment ça s'appelle, Darwin, l'écosystème Darwin, l'espace Darwin. Et je le tiens en très haute estime, et il a réalisé un excellent livre que je vous recommande qui s'appelle Ne plus se mentir. Il faut arrêter de croire que l'écologie c'est une opportunité économique formidable, que la transition, ce mot de transition il est horrible. La transition c'est tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Et en réalité il ne se passe rien, aucune transition n'a lieu concrètement. Quand on regarde les indicateurs, il n'y a pas de transition. Et donc lui il le dit. Il a quelques discours qui seront assez clivants, par exemple il est radicalement contre l'exploitation des animaux, etc. Mais c'est argumenté, c'est sourcé, c'est très intéressant. Et lors d'un festival Climax, je crois que c'était l'an dernier, ou il y a 2 ans, l'an dernier je pense, il a invité un scientifique qui s'appelle Aurélien Barraud. Alors lui, on l'a pas mal vu dans les médias. Et il a eu un discours à Climax qui est très intéressant, et donc je voudrais conclure en lisant un extrait de son intervention. Les scientifiques ont un rôle primordial à jouer sur le terrain politique. Il explique. La situation est dramatique pour ce qui concerne le changement climatique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Nous sommes en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre. Donc lui le dit avec un langage technicien, c'est assez ironique de le voir dénoncer le système technicien en utilisant un langage technicien. Donc le crash du système planète Terre. Du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, des sols, de par l'étiolement ou l'atrophie des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre et par conséquent ils meurent. Je suis d'accord avec ça, en fait. On supprimerait le réchauffement climatique d'un coup de baguette magique, la crise écologique serait toujours là et grave. Et d'ailleurs, Europe Écologie Les Verts parle trop souvent de climat comme paravent pour ne pas parler d'autre chose. Nous sommes en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. Donc là, il parle des conséquences, pas seulement du climat, hein, mais de tout le reste. Il n'est évidemment pas trop tard pour éviter que ce ne soit encore pire. Ça, c'est une phrase que je trouve vraiment très bien dite. Hein. Il n'est pas trop tard pour éviter que ce ne soit encore pire. L'enjeu n'est pas de renouer avec un passé fantasmé, l'enjeu est d'inventer un devenir radicalement autre. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire on est face au gouffre, accélérons. Donc là, on est dans la lignée de ce que disait Jacques Ellul pendant des décennies. Et après, il y a une question que j'ouvre au débat, c'est la question de la liberté. Comment on va faire pour régler des problèmes gigantesques sans que ce soit une dictature verte?
que ce soit démocratiquement accepté? Est-ce qu'on est capable de renoncer collectivement à du confort? Ce sont des questions difficiles. Le défi, je continue à lire Aurélien Barraud, le défi, c'est bien sûr de déconstruire un certain nombre de nos valeurs et notre acharnement technocratique, mais c'est aussi de repenser ce concept de peuple au seul sens qui est véritablement un avenir, celui de la grande tribu des vivants. Donc nous, à l'Union populaire républicaine, on parle de la France, on travaille politiquement dans le cadre de l'État français, on se présente aux élections en France, mais je trouve jolie cette formulation de la grande tribu des vivants. Et à l'UPR, on n'est pas du tout pour un repli sur soi, un repli français, on est pour une ouverture à toutes les nations du monde. Et on est pour à la fois un projet écologiste qui, sur ses aspects les plus clivants, sera soumis à la démocratie en France. Quelques idées larges, et puis je finirai avec ça. La vision de l'Union européenne correspond à la concurrence, la productivité, le libre-échange, le commerce, l'expansion, la quantité. Et les objectifs que nous voudrions promouvoir sont à l'opposé. La protection de la nature, la détente productive. Moi, je suis décroissant, donc je voudrais une très forte détente productive. Nous, on propose simplement à l'UPR le pas en arrière. Le protectionnisme écologique, la démondialisation, la parcimonie, la sobriété, la frugalité. La qualité plutôt que la quantité. Et puis, ce mot sur lequel je continuerai à m'exprimer pour l'UPR, la résilience. Donc, tant que nous serons dans l'Union européenne, pas de démondialisation, c'est impossible. C'est interdit. Pas de relocalisation. Pas de préservation ni de régénération de la nature. Pas de sobriété énergétique concertée. Pas de permaculture ni d'autonomie ou de souveraineté alimentaire. Pas de résilience. C'est pour ça qu'à l'élection municipale, je vous invite à voter pour Gilles Garçon et toute son équipe. Et pour toutes les élections qui suivront pour l'UPR. Je vous remercie de votre attention. Je voulais remercier Jérôme. Il nous reste 10 minutes, on ne va pas trop pouvoir parler. Je voudrais juste dire deux choses. La première, donc tu as parlé qu'il y avait 38 500 adhérents, j'ai regardé le compteur. On a un blocage, on attendait Voilà. 39 000, c'est Voilà, déjà obsolète. Le compteur est bloqué, donc dans les 48 heures qui viennent, on va passer à 39 000. Donc nous sommes en route vers les 40 000 maintenant. Et autre chose, je vais vous révéler ça parce que j'en ai parlé ce matin à un journaliste. Voilà, il y a à peu près début 2018, à l'époque on ne parlait pas de se présenter aux élections municipales, etc. Et donc j'ai contacté Pierre Urmic à travers un ami qui est à Europe Écologie des Verts et qui en est même un responsable local. Et donc je lui ai dit, écoute Olivier, j'aimerais bien que tu contactes Pierre Urmic et que tu lui transmettes un message, c'est que j'aimerais bien le rencontrer pour voir s'il n'y aurait pas possibilité d'abord de discuter, pour voir si on ne pourrait pas faire quelque chose au niveau municipal, de transpartisan, et qui soit vraiment axé sur l'écologie. Bon, voilà, moi je suis quelqu'un d'ouvert et je suis prêt à la discussion, et pas forcément à dire que je voulais être tête de liste et quoi que ce soit, c'est simplement voilà, de pouvoir discuter et pouvoir voir effectivement s'il y avait une base commune et si on était d'accord sur différents points. Donc le message a été transmis et après j'ai reçu la réponse. Alors est-ce que c'est une réponse qui a été bloquée au niveau de la personne à qui je l'ai dit ou des sphères autour de Pierre Urmic, ou est-ce que c'est une réponse de Pierre Urmic? Je ne sais pas. Et la réponse qui m'a été faite, c'est on n'a rien à voir et on n'a pas envie de discuter avec avec un parti qui veut sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous voyez bien effectivement dans la logique de ces gens-là, effectivement, c'est-à-dire que je leur dis j'ai envie de vous rencontrer pour qu'on parle écologie, et ils me répondent on ne parle pas avec des gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Donc vous avez bien compris que quand on s'appelle Europe Écologie Les Verts, on n'est pas écologiste, on est européiste. Voilà. Et que l'écologie ne sert que de masque, que de nez rouge à leur politique, parce que de toute façon, pour exister au niveau politique, il fallait faire la politique, c'est une tarte. Hein. Donc il y a des parts, hein, donc il y a une part, etc. Chacun choisit, chacun se positionne pour on est centriste, de droite, de gauche, ceci, cela. Bon, ben voilà, il y avait un marché à prendre, une part de marché à prendre. On se met sur le créneau de l'écologie et on essaie de faire fructifier sa petite boutique. Quoi, voilà. Donc j'ai trouvé, outre le fait, effectivement, ça m'a un petit peu choqué que des gens, effectivement, puissent répondre ça, c'est-à-dire qu'on n'a même pas envie de discuter avec vous, hein, d'accord ? J'ai trouvé que c'était extrêmement révélateur de ce que c'était que ce parti-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Peut-être une question, si quelqu'un veut prendre la parole, et après je vois que monsieur est là pour qu'on puisse libérer
la place. Donc je vous remercie aussi à vous d'être venu et encore une fois, grand merci à Jérôme pour son intervention. Bravo, Jérôme. Bon, si vous voulez continuer la discussion et poser des questions, je vous invite soit en bas, enfin on va se retrouver juste après. On libère la salle.